On va parler de la place de la culture dans le grand débat, Franck Riester, mais auparavant la tribune d'Emmanuel Macron qui est publiée par exemple dans le Parisien pour une renaissance européenne. Votre point de vue sur la manière dont le chef de l'État envisage cette campagne des européennes? Bon, écoutez, je pense qu'il a eu avec cette tribune raison de réaffirmer la nécessité d'être unis en Europe pour faire face aux enjeux du monde, pour faire face à celles et ceux qui, à l'extérieur de l'Union, mais aussi à l'intérieur, veulent fragmenter l'Europe, veulent détruire l'Europe, parce qu'évidemment, on est plus forts, nous, Européens, si on est rassemblés, si on mène des politiques en matière de défense, en matière économique, en matière commerciale, en matière d'innovation, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ensemble, ces politiques, si on les mène ensemble, on est plus fort. Et donc les États-Unis, la Russie, la Chine, les grands États continents qui veulent, dans le marché mondial, prendre le plus de parts de marché, qui, dans la compétition diplomatique mondiale, veulent être les plus forts, sont très contents de voir l'Europe se fragmenter et donc être plus faible. Et c'est la même chose en interne, avec un certain nombre de montées de populisme qui rêvent de revenir à l'Europe d'avant, c'est-à-dire une Europe fragmentée avec des États-nations qui se combattent plutôt que des États-nations qui se rassemblent au service de l'intérêt général. Franck Riester, votre parti Agir va participer à la liste de La République En Marche ? Tout à fait. Nous avons pris la décision avec les cofondateurs, après un travail en lien avec nos cadres, avec nos militants, de construction d'un projet, de se rassembler, nous les pro-européens, pour avoir le maximum de députés au Parlement européen pour accompagner ce mouvement de refondation que souhaite le président de la République. Ça veut dire qu'il va y avoir des membres unis en Europe, mais il souhaite aussi qu'on refonde la construction européenne parce qu'elle en a besoin pour être plus efficace au service de nos compatriotes. Ça veut dire qu'il va y avoir des membres d'Agir sur la liste La République En Marche dans des positions éligibles? Alors ça sera une liste de rassemblement avec La République En Marche, vraisemblablement évidemment le MoDem, peut-être d'autres partis, et Agir, avec des candidats, avec un projet pour lequel on a beaucoup de points communs, et avec cette volonté de, encore une fois, rassembler les pro-européens. Nous sommes le parti de la droite pro-européenne. Vous avez vu que les Républicains sont sur une dérive plus eurosceptique, plus identitaire. Nous sommes dans la lignée de ce qu'était l'UMP, une droite et un centre-droit pro-européen et modéré. Et nous sommes convaincus qu'au-delà des différences qu'il peut y avoir sur d'autres sujets, nous avons besoin de nous rassembler au service de ce projet européen, derrière la volonté de refondation du président de la République. Franck Riester, vous êtes le ministre de la Culture. Jusqu'à présent, la culture a eu une place véritablement limitée dans le grand débat. Pourquoi ? Écoutez, c'était vrai au début, c'est moins le cas aujourd'hui. On le voit dans les remontées du grand débat. D'abord au grand succès. Vous savez qu'on va être à près de 10 000 réunions organisées partout en France, par différentes personnes, les associations des élus, des citoyens. Plus d'1 million de contributions, c'est un grand succès. Et au départ, c'est vrai que la culture n'était pas très présente, mais ça le devient de plus en plus, avec des thèmes qui sont des thèmes culturels dans les 4 grands thèmes qui avaient été retenus, la fiscalité, l'organisation des services publics, la démocratie, la transition écologique, et dans chaque thème, à chaque fois, on peut parler de culture. Et puis, on voit aussi que les acteurs culturels se saisissent du grand débat maintenant. Vous avez vu que Beaux-Arts Magazine organise ce soir, avec la Fondation du Patrimoine à l'École des Beaux-Arts, un débat, puis dans quelques jours au 104, qu'il y a en France, dans un certain nombre d'endroits, des débats qui sont organisés par des acteurs culturels, que Radio France a joué aussi un rôle pour contribuer à faire parler de ces questions culturelles. Et ça me fait plaisir de voir que, ça y est, les Français s'expriment aussi sur les politiques culturelles, en quoi il faut les faire évoluer éventuellement, comment on lutte contre la fracture générationnelle, territoriale, sociale, dans l'accès à la culture. On voit qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des offres culturelles très nombreuses. Mais alors justement, le point, c'est souvent la question de l'accès à cette culture, à ces offres culturelles, à l'art. Alors, par rapport à ça, justement, Franck Riester, vous qui êtes ministre de la Culture, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces gilets jaunes ressentent moins la fracturation et la scission d'une France des élites et puis d'une France des oubliés ? Alors, il y a une question d'organisation interne. On va aller plus loin dans la déconcentration, c'est-à-dire les moyens donnés dans nos directions régionales des actions culturelles, des moyens financiers, des moyens humains et des moyens décisionnels pour être au plus proche
des acteurs du territoire, parce que la culture à part des territoires, c'est les acteurs du territoire qui font aujourd'hui les politiques culturelles. Donc il faut qu'on les accompagne plus proche du terrain. Et puis deuxièmement, c'est de porter des programmes, des projets qui sont des projets qui nous qui nous paraissent être les meilleurs à même de toucher le maximum de gens. C'est par exemple les bibliothèques. C'est le plan qui a été imaginé aussi par Éric Orsena, d'ouvrir plus et d'offrir plus dans les bibliothèques. Alors il a ce plan, apparemment il se met en place lentement. Oui, parce que c'est pas simple d'ouvrir plus des bibliothèques. Il y a des questions d'organisation du temps de travail, il y a des questions financières. Donc on travaille avec les collectivités territoriales pour leur mettre davantage de moyens, pour trouver des dispositifs qui permettent qu'effectivement ça soit plus facile pour elles de s'organiser en termes d'organisation du temps de travail. On veut leur proposer aussi des services complémentaires pour permettre que ça soit pas simplement ouvrir plus, mais aussi offrir plus, que ça soit vraiment des têtes de pont culturelles et sociales dans les territoires. C'est la question, par exemple, aussi du pass culture. Avec le pass culture... Alors on en est où sur le pass culture? Donc là, c'est une expérimentation. Oui, alors on est dans une expérimentation dans 5 départements pour 10 000 jeunes qui va permettre d'offrir une application recensant toutes les offres culturelles et les offres de pratiques ou expériences culturelles géolocalisées. Mais alors, ça ne va pas uniquement servir la grande culture ou la culture savante. Par exemple, Netflix va profiter du pass culture. La culture, elle n'est pas que savante, elle est aussi populaire et c'est important de le dire. D'autre part, on va donner 500 € à chaque jeune de 18 ans pour lui permettre d'avoir accès à un certain nombre d'offres. Il y aura des offres de spectacles, de livres, de BD, de jeux vidéo aussi, parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont utiles en matière culturelle et éducative, en matière d'accès à des offres numériques, parce qu'il faut aussi vivre avec son temps. Moi qui ai été le rapporteur de la loi Hadopi pour préserver le droit des auteurs et des créateurs et le financement de la création, je suis convaincu aussi que mettre en avant des offres légales en matière musicale, en matière audiovisuelle, ça va dans le bon sens. Mais il y aura bien sûr une éditorialisation qui mettra davantage en avant les offres qui nous paraissent être des offres valorisées et valorisantes en matière culturelle. Par exemple, en matière de cinéma, on pourra acheter des places de cinéma, mais seront mis en avant plutôt ce qui est des cinémas d'art et essai. En matière, on va mettre des livres, on va mettre des pratiques artistiques aussi, des cours de musique, des cours de piano, des cours de danse. On va essayer de permettre à tous nos jeunes de savoir où sont les offres culturelles et d'avoir la possibilité, à 18 ans, après un processus d'éducation artistique et culturelle pendant toute la scolarité, de devenir des citoyens autonomes dans leur parcours culturel. Et la généralisation, Franck Riester, puisque c'est encore... La généralisation, elle se fera si on estime que l'expérimentation est concluante, sachant qu'il y aura une deuxième étape d'expérimentation. On expérimente beaucoup. Oui, mais vous savez, avant de généraliser des politiques aussi ambitieuses, c'est mieux d'expérimenter, parce qu'après, on est dans le mur et on se dit, mince, on aurait dû expérimenter avant. Et donc cette expérimentation, on va l'élargir à des jeunes qui ne sont pas forcément volontaires, parce que là, ce sont des jeunes volontaires. Et un des objectifs, une des ambitions de ce pass culture, c'est aussi de toucher des jeunes qui sont loin des offres culturelles et qui ont moins ce tropisme et cet intérêt spontané. Et puis donc, on va regarder à la fois budgétairement, on va regarder la qualité des offres, on va voir si on touche les jeunes, on va voir si les offreurs, les acteurs culturels trouvent un intérêt dans ce pass culturel et on généralisera. Mais je pense que c'est un formidable projet au service de la démocratisation culturelle, de l'accès culturel, notamment pour les jeunes. Monsieur le ministre, il y a un discours sur la culture en France qui évoque, par exemple, l'offre pour le plus grand nombre, mais on voit bien qu'il y a une sorte d'effet d'aubaine, c'est-à-dire que ce sont les classes les plus cultivées qui généralement profitent de ces offres. Comment on peut casser le cercle infernal? Alors, on pense que ce pass culture peut être utile. On pense aussi que c'est l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, de permettre à des jeunes qui sont éloignés de ces offres culturelles ou de ces pratiques culturelles, de pouvoir être mis en confrontation positive avec des artistes, avec des œuvres, avec un savoir aussi sur l'histoire des arts, avec une pratique artistique, les mettre en situation de pratiquer un art. Et ça, c'est tout le travail que l'on fait avec Jean-Michel Blanquer. C'est un travail sur le long terme et c'est un travail, à notre avis, essentiel. Et puis, je vous le disais, c'est toutes les opérations qui visent à aller chercher des publics
ce sont les bibliothèques. On travaille aussi à l'idée de remettre les artistes au cœur des quartiers. C'est-à-dire moi, je suis convaincu que toutes les politiques culturelles qu'on peut imaginer, il faut se rappeler que d'abord et avant tout, il y a des artistes qui sont là. Il n'y a pas de politique culturelle sans artistes. Il n'y a pas d'œuvre d'art sans artistes. Ça paraît évident de le dire, mais moi, je veux le réaffirmer. Et je veux mettre les artistes au cœur de toutes les politiques culturelles. Et notamment, de rapprocher les artistes des populations là où elles sont, et notamment au cœur des villes, au cœur des quartiers. Et il y a des dispositifs sur lesquels on travaille avec les collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales sont les premiers acteurs de financement et d'accompagnement des politiques culturelles, et donc on ne peut pas travailler sans elles. Alors vous êtes effectivement le ministre des artistes aussi. On a vu parmi les gilets jaunes des intermittents du spectacle, des artistes dans des situations précaires. Que peut l'État pour ces personnes ? Écoutez, l'État, en lien avec les collectivités territoriales, avec les associations, a le devoir d'être à l'écoute déjà de ces personnes, et ensuite de mener des politiques qui vont dans le sens de la prise en compte des situations spécifiques. Pourquoi l'État, le gouvernement veut, par exemple, dans le cadre de l'assurance, de la réforme de l'assurance chômage, ne pas toucher les accords de 2016 ? Parce qu'on est convaincu que l'intermittence est un actif très important. Ça veut dire qu'il n'y aura culture, pas d'évolution du statut de l'intermittence. Ça veut dire que dans le cadre de la réforme qui est sur la table actuellement de l'assurance chômage, les annexes 8 et 10 qui concernent le spectacle vivant, et donc les fameux intermittents du spectacle, ne sera pas touché, puisqu'il y a déjà eu une négociation en 2016 et que la mise en œuvre de cette négociation n'est pas arrivée à son terme, donc on ne peut pas éventuellement évaluer et faire évoluer le dispositif. On sait qu'il y a des abus sur les intermittences. Entre parenthèses, quels abus ? Notamment dans l'audiovisuel, parce qu'avec des personnes qui sont sur un régime d'intermittence, alors qu'ils sont à temps complet dans les entreprises de l'audiovisuel. Et bien, avec les entreprises, avec les organisations syndicales, on doit travailler pour lutter contre ce qu'on appelle la permittence. Mais globalement, la grande masse des intermittents du spectacle sont complètement dans ce qu'est l'objectif de ce dispositif, qui est d'accompagner les artistes, les techniciens, toutes celles et ceux qui sont des acteurs au quotidien de la culture, d'avoir un dispositif qui tient compte de leur réalité professionnelle pour qu'ils continuent de travailler et de créer au service de la culture et de l'art en France. Monsieur le ministre Franck Riester, il y a également beaucoup d'artistes qui se plaignent de ne pas être aidés par l'État. Il y aurait une sorte de coterie, il y aurait une sélection d'artistes qui seraient privilégiés par rapport aux autres. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont privilégiés par rapport aux autres, je sais qu'il y en a qui sont dans une précarité exceptionnelle. Et donc, on a lancé là un travail de fond avec tous les acteurs, l'organisation syndicale, représentants d'artistes, artistes eux-mêmes, toute une réflexion sur les artistes-auteurs et toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui justement pas dans le régime des intermittents du spectacle et qui se retrouvent dans une précarité terrible. Et donc il faut qu'on puisse leur trouver les voies et moyens pour avoir un statut qui évolue avec des sécurités, notamment en matière de protection sociale, en matière de vieillesse, de retraite, qui leur permettent de continuer à créer, à être des auteurs artistes, auteurs et créateurs dans notre pays. Et Dieu sait si c'est pour beaucoup d'entre eux très difficile. Et puis, une manière d'apporter la culture aux Français, c'est aussi l'audiovisuel public, notamment ce que l'on fait ici à Radio France. Comment imaginez-vous la suite de l'audiovisuel public? Est-ce qu'il y a là aussi une manière de renforcer l'action qu'on mène quotidiennement? Vous savez que je vais présenter à l'été une réforme de l'audiovisuel. Et il y aura dans cette partie-là une réforme de l'audiovisuel public pour réaffirmer notre ambition en matière d'audiovisuel public, de voir comment on organise l'audiovisuel public pour satisfaire à ses missions de service public, à cette ambition de service public, comment on finance le public de l'audiovisuel. Mais il y aura aussi toute une partie sur la régulation plus large de l'audiovisuel et toute une partie aussi sur le financement de la création, le cinéma, l'audiovisuel, la musique, etc. dans cette loi audiovisuelle. Comment voyez-vous les choses? Je vais vous donner un exemple parce que, vous savez, moi je crois beaucoup, et le gouvernement croit beaucoup à l'audiovisuel public. Et on est convaincu qu'il faut envoyer un message fort d'une ambition pour l'audiovisuel public. Et par exemple, ça passe par ce qui va être annoncé demain par le CSA, c'est l'inscription des antennes de Radio France
dans cette nouvelle technologie qui est la radio numérique terrestre, la RNT, avec la technologie DAB+. En lien avec Sybille Veil et la direction de Radio France, la présidente de Radio France, on a pris la décision de réserver 6 places, 6 fréquences pour les antennes nationales, toutes les antennes nationales de Radio France, et ce qu'on appelle une place en local étendu pour toutes les antennes de France Bleu. Donc il y a une ambition très forte en matière d'audiovisuel public, et ça démontre aussi que nous croyons dans cette nouvelle technologie de la radio numérique terrestre qui, un peu comme la TNT, va permettre d'améliorer la qualité du son et de permettre d'enrichir les contenus de radio grâce à cette nouvelle technologie. Et diminuera aussi les problèmes pour nos amis auditeurs qui ont du mal parfois à nous recevoir les antennes de Radio France. L'engagement du gouvernement est fort dans cette nouvelle technologie, et fort en matière d'audiovisuel public. Radio France et ses antennes seront sur la RNT. Donc ça, c'est effectivement une annonce, Franck Riester, sur la télévision publique. Comment imaginez-vous les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, l'audiovisuel public, la télé publique, remplit-elle son rôle? Oui, la télé publique remplit son rôle, mais elle est face à une révolution technologique, la révolution numérique, avec une révolution des usages. Les Français ne regardent plus la télévision, n'écoutent plus la radio de la même façon qu'avant, et donc il faut en tenir compte, à la fois dans les missions de service public et aussi dans l'organisation du service public. Et il y a par exemple une nécessité d'aller encore beaucoup plus loin dans les coopérations entre la radio et la télé en France, à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y ait des investissements, par exemple, en commun dans tout ce qui concerne le numérique, pour que des plateformes numériques soient avec des moyens beaucoup plus puissants pour toucher beaucoup plus de monde qu'ils ne le font aujourd'hui. Bref, on pourrait en parler pendant des heures, Guillaume Erner, mais sachez qu'il y a une ambition très forte du gouvernement en matière d'audiovisuel public, et une volonté d'accompagner l'audiovisuel public dans cette révolution numérique et cette révolution des usages. Franck Riester, ministre de la Culture, vous restez avec nous encore quelques instants, puisqu'on va évoquer dans le journal notamment l'actualité européenne. Il est 8h sur France Culture. Très bon réveil à tous. Voici le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Emmanuel Macron passe à l'offensive à 100 jours des élections européennes. Il dévoile une batterie de propositions dans la presse des 28 pays membres. Le chef de l'État met en avant une Europe qui protège face à la menace du repli nationaliste. Précision de Louise Baudet au début de ce journal. Emmanuel Macron qui cherche aussi des alliés au sein du Parlement européen, alors que le PPE, le Parti conservateur, a lancé hier soir une procédure d'exclusion du Premier ministre hongrois Viktor Orban, une procédure qui divise au sein du groupe de droite. En France, après Blanquefort, en Gironde, dont le plan social vient d'être validé, les salariés de Conforama craignent une réduction d'effectifs de 2000 personnes. Explication à suivre de Maxime Debs. L'ancien Premier ministre algérien Ali Benflis s'engage aux côtés des manifestants. Il entend tout faire pour éviter une 5e candidature du président Bouteflika. Et dans le billet politique de Frédéric Seyss à 8h15, l'étrange discrétion de la France sur la situation en Algérie. Enfin, c'est un nouveau scandale dans l'Église catholique. Un documentaire diffusé ce soir sur Arte révèle l'ampleur des abus sexuels des prêtres sur les religieuses. Il ne s'agit pas d'une entrée en campagne, mais d'une impulsion, selon l'Élysée, une façon de planter le décor. Dans les faits, la tribune publiée par Emmanuel Macron ce matin dans la presse des 28 pays membres de l'Union européenne ressemble au contraire à une entrée de plein pied dans la bataille électorale de mai prochain. Au coude à coude dans les sondages avec le Rassemblement national, le chef de l'État a détaillé son programme pour, je cite, une renaissance européenne. Bonjour Louise Baudet. Bonjour Anne. Le mot-clé, c'est la protection contre le repli nationaliste. Oui, terminer l'opposition frontale entre progressistes et populistes à moins de 3 mois des européennes. Emmanuel Macron désigne bien sûr l'ennemi, l'impasse nationaliste, ses mensonges, son irresponsabilité, ceux qu'il appelle les exploiteurs de colère qui promettent tout et son contraire. Mais cette fois, il ne nomme pas les Orban, Kaczynski et autres Salvini. Terminer la confrontation musclée car politiquement trop risquée. Il s'agit de convaincre les citoyens inquiets que l'Europe peut les protéger. Et protection des frontières, d'abord. Oui, avec une police commune et la remise à plat de
de l'espace Schengen. Sauf que Frontex existe déjà et que le président se garde bien d'évoquer le règlement Dublin qui régit les demandes d'asile et se retrouve au centre des critiques. Protection économique ensuite, via une préférence européenne assumée comme le font les Chinois ou les Américains. Protection alimentaire aussi avec une force sanitaire commune pour éviter les nouveaux scandales. Et bouclier social enfin avec un salaire minimum européen. Sans oublier la protection contre les puissances étrangères. La Russie n'est pas nommée, mais elle est clairement désignée. Emmanuel Macron propose une agence européenne de protection des démocraties et veut interdire le financement des partis par des États étrangers, un dispositif qui existe déjà en France. Et cette tribune, elle donne le coup d'envoi de la campagne en vue des européennes, mais le président réfléchit déjà à l'après. Oui, ces propositions ne sont pas toutes nouvelles, loin s'en faut, mais elles lui permettent de dénoncer le statu quo. Ni l'europhilie béate, ni le repli populiste. Emmanuel Macron se veut, tiens donc, central, incontournable dans la future recomposition après les élections, car fin mai, le Parlement de Strasbourg sera plus europhobe qu'aujourd'hui, mais il restera dominé par les forces politiques traditionnelles qui auront bien besoin de son appui. Emmanuel Macron en fait le pari. Merci Louise Baudet pour vos précisions. Emmanuel Macron parle de protéger notre continent. Il ne dit rien sur l'islamisme, sur l'immigration massive, dit à l'instant le président de LR, Laurent Wauquiez. Il ne s'agit pas d'une entrée en campagne, mais d'une impulsion, disait tout à l'heure, c'est ce que disait tout à l'heure l'Élysée. Et Jean-Pierre Raffarin, c'est ce que je cherchais, dit qu'il s'agit au contraire du projet européen le plus abouti. L'ancien Premier ministre, les Républicains, théoricien de la droite constructive, annonce son soutien à Emmanuel Macron. Il s'est exprimé hier soir dans le journal Le Figaro. Un départ qui s'ajoute à celui d'Alain Juppé, autre ancien Premier ministre et représentant de la droite pro-européenne. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Ministre de la Culture, toujours avec nous sur France Culture. Jean-Pierre Raffarin a appelé à un épiné de la droite et du centre après les européennes. Il en appelle à vous pour construire ce nouveau pôle. Je rappelle que vous êtes le fondateur du parti Agir qui se réclame de cette droite constructive proche d'Emmanuel Macron. On assiste à une redéfinition des lignes politiques à droite. Oui, c'est évident, il y a une recomposition. C'est pour ça que nous, il y a quelques mois déjà, avec mes amis cofondateurs d'Agir, la droite constructive, nous avons pris la décision de ne plus rester avec les Républicains et de réaffirmer que nous sommes de droite, de centre-droit, une droite modérée, pro-européenne, libérale, sociale et humaniste, et qui a la volonté d'être constructive, c'est-à-dire de dépasser à un moment donné les clivages politiques, partisans, pour l'intérêt général. C'est ce qu'on fait là avec l'Europe, en se rassemblant avec La République En Marche, le MoDem et les autres partenaires, vraisemblablement le Parti Radical et les autres partenaires de pro-européens, pour défendre une vision de l'Europe et une détermination à refonder l'Europe, mais pas pour moins d'Europe, pour plus d'Europe. Jean-Pierre Raffarin l'a dit très clairement aujourd'hui dans le Figaro. Nous sommes très proches, vous savez, de Jean-Pierre Raffarin, d'Alain Juppé, de toutes celles et ceux qui sont convaincus que la droite, c'est pas simplement identitaire, c'est pas simplement eurosceptique, c'est aussi pro-européen et humaniste. Et c'est comme ça, à notre avis, en démontrant qu'on se rassemble pour l'essentiel, qu'on sera à la hauteur de nos idées et des enjeux si importants pour la France et l'Europe. Est-ce que ça veut dire aussi, Franck Riester, vous qui êtes ministre de la Culture, que la République En Marche a son barycentre de plus en plus à droite? On voit par exemple que le président de la République opère une remontée grâce aux plus de 60 ans et également aux électeurs de droite. C'est cela en fait qui explique sa remontée dans l'opinion. Est-ce que finalement c'est devenu un parti de droite, la République En Marche ? Écoutez, je ne sais pas si la République En Marche est devenue un parti de droite. La République En Marche est un parti de gauche et de droite. Nous, ce qu'on peut dire en tant que président d'Agir, qui est un parti de droite constructif, c'est qu'on se retrouve en grande partie dans un certain nombre de réformes qui est proposées par le président de la République. Je suis membre de son gouvernement, je suis solidaire de ce gouvernement et convaincu qu'il y a des très bonnes choses qui sont, pour certaines, effectivement, proches du centre droit et de la droite modérée. Mais alors, de la gauche, qu'est-ce qu'il y a encore de gauche? Écoutez, il faudra demander spécifiquement à la République En Marche. Moi, je ne suis pas membre de la République En Marche. Et je suis aussi convaincu, là pour le coup, comme lui, qu'à un moment donné, quand on met en œuvre des politiques, et puis à savoir si elle est politique est de gauche ou de droite, savoir si c'est une bonne politique pour le pays. Et en ce qui concerne l'Europe, je suis convaincu que ce qu'il propose pour l'Europe correspond à nos convictions dans leur très grande majorité et est à même de relever ce défi européen qui est nécessaire à relever pour l'avenir de la France. Merci Franck Riester. Il est 8h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Fauquemberg. Et toujours concernant